Tu publies du contenu, tu optimises tes pages, ton SEO, mais pas de résultats. Tu te demandes pourquoi tes concurrents se positionnent bien alors que toi tu stagnes, page 5 ou pire même, tes pages elles sont pas visibles sur Google. J'ai une mauvaise nouvelle, c'est pas Google qui t'ignore, c'est toi qui fais des erreurs que personne ne te dit clairement. Dans cette vidéo, je vais te dévoiler les 8 vraies raisons pour lesquelles tes pages ne se positionnent pas bien, en tout cas pas dans le top 10, et surtout comment corriger chacune d'entre elles dès maintenant. Salut à tous, c'est Léopold du Zesto, et si tu veux enfin comprendre pourquoi Google ignore tes pages et les fait pas grimper dans son classement, cette vidéo est faite pour toi. Abonne-toi à notre chaîne YouTube si tu veux plus de vidéos comme celle-ci pour booster ton SEO. Bon, comme d'hab, on rentre directement dans le vif du sujet. Pourquoi vos pages ne se positionnent pas dans le top 10 ? Alors, le premier point à vérifier, c'est l'histoire d'indexation. Pour bien comprendre ce que c'est l'indexation, c'est le fait que vos pages soient visibles directement dans Google. Des fois, vous publiez vos pages, etc. Mais si ça se trouve, les robots de Google ne sont pas passés sur votre site, ne sont pas passés sur cette page en particulier, et a peut-être décidé donc de ne pas l'indexer. Donc, pour ça, on peut le vérifier de différentes manières. Ce que vous pouvez faire, c'est donc aller sur votre site, prendre une page sur laquelle vous avez un doute, par exemple, et donc vous prenez l'URL, vous tapez directement site 2 points sur votre moteur de recherche dans Google, et là vous mettez l'URL en particulier, en entier. S'il n'y a aucun résultat qui s'affiche, donc là on voit la page qui s'affiche, c'est-à-dire qu'elle est indexée. S'il n'y a aucun résultat, ça veut dire qu'elle n'est pas indexée. Donc ici vous allez sur la Search Console, donc l'outil de Google, l'outil SEO de Google, et vous allez dans inspection de l'URL ici, vous mettez votre URL dans inspecter, et là vous pouvez demander une indexation. L'autre manière de vérifier si la page est indexée, c'est avec cet outil. Je ne le montre pas dans un premier temps parce que des fois il se trompe, et donc il peut vous dire que la page est indexée si elle a déjà été indexée mais qu'elle est aujourd'hui désindexée. Il faut savoir que si le contenu n'est pas mis à jour, etc., la page peut être désindexée. Donc faites la vérification directement dans Google, et ensuite vous prenez votre URL et vous demandez à la Search Console donc d'indexer votre page. Je vous montre très rapidement un outil qui vous permet de savoir à quelle position est votre page. Donc je dis n'importe quoi, mais imaginons que nous, donc Zesto, qui sommes une agence spécialisée dans le référencement naturel, référencement payant et la création de sites. Imaginons qu'on veuille voir par exemple quelle position on a sur Agence SEO Lyon. On mettrait donc sur le site SEO Hero Ninja. Là vous avez directement l'URL. On mettrait Agence SEO Lyon. Là on met notre nom de domaine, donc agencezesto.com. agence-zesto.com, on regarde et là ça nous donne donc la position sur laquelle on est. Je ferme la parenthèse là-dessus. On arrive au deuxième point qui peut faire que donc votre page n'est pas bien positionnée sur son mot-clé, et donc au-delà du top 10 et même plus loin. Ça va être ce qu'on appelle l'UX, donc l'expérience utilisateur. L'expérience utilisateur, pour l'expliquer rapidement, c'est tout ce qui va être temps de chargement trop long, site pas esthétique, donc pas beau, où les gens fuient dès qu'ils arrivent sur le site, qui soit pas responsive, c'est-à-dire que sur mobile, il soit pas du tout bien fait, à l'inverse de sur ordinateur, qu'il y ait des pop-up qui soient intrusives. Les pop-up, c'est les pages qui arrivent comme ça, etc. Enfin, en fait, tout ce qui pourrait faire que l'utilisateur ne reste pas sur votre site web, et ben ça envoie un très mauvais signal à Google. Ça lui dit, oula, ce site est pas bon, ce site correspond pas aux attentes des utilisateurs, et donc très mauvais signaux. Google se dit donc, on le met pas dans le top 10, ou même plus loin, même on peut ne pas l'indexer. Ça, c'est vraiment Google qui décide de ça. Si vous voulez voir très rapidement mesurer donc l'expérience utilisateur de votre site, les performances techniques, il y a différents outils. Moi, je peux vous recommander d'installer donc une extension, par exemple Page Speed Insight. Donc on l'a ici directement, on a les extensions, ou alors vous tapez directement Page Speed Insight sur Google, vous cliquez dessus, vous mettez votre nom de domaine. Là, j'ai mis l'URL de tout à l'heure, mais en fait, j'ai qu'à mettre le nom de domaine. Et donc là, voilà, ils vont nous faire un petit rapport sur mobile et sur desktop, donc des performances techniques et l'expérience utilisateur sur le site. C'est pas extrêmement dense, mais ça peut vous donner un petit aperçu de comment Google, en tout cas, mesure les performances de votre site, donc temps de chargement, etc. Imaginons que vous voyez que votre page elle est indexée, que l'expérience utilisateur sur votre site elle est bonne, et c'est vérifié donc avec Page Speed Insight, en tout cas les performances techniques. Il y a tout ce qui est optimisation technique et structurelle. Donc on va très rapidement rentrer dans les détails. C'est ce qu'on appelle le maillage interne. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Le maillage interne, c'est le fait que les pages soient reliées entre elles
et donc qui permet qu'aucune page ne soit orpheline. Une page orpheline, c'est une page qui est sur un site, mais en fait qui est reliée à aucune page du menu ou d'autres pages. C'est ce qu'on appelle une page orpheline, et là en fait Google ne pourra pas arriver sur votre page si elle est orpheline, donc elle ne sera pas indexée, ou si elle est indexée, elle n'aura aucune puissance SEO. Comment on fait? On va faire selon les différentes catégories de votre site, les différents services, etc. Je donne un exemple. Si j'ai un site de plomberie, imaginons que j'ai une catégorie donc sur les recherches de fuite, et ben je vais toutes les mailler entre elles. Recherche de fuite sur les chauffe-eau, recherche de fuite dans la douche, recherche de fuite sous les éviers. Enfin, bref, on va toutes les mailler entre elles, qui seront elles-mêmes maillées donc à la page mère plomberie. C'est un exemple. L'idée, c'est qu'en fait, elles soient réunies par thématique et qu'il n'y en ait aucune qui soit toute seule. Donc, on peut bien réfléchir le maillage interne si on veut aller plus loin. Maintenant, essayez au minimum d'avoir, que votre page soit quand même linkée, donc reliée par un lien à une page importante du site, donc qui est dans le menu en général, ou au moins dans le bas de page. Voilà. Ça va être très important et c'est ce qu'on appelle le jus SEO, c'est qu'en fait, Google, il va passer sur vos pages principales et en fait, il va cliquer sur les liens directement, il va aller sur les pages qui sont linkées sur ces pages, sur ces mêmes pages, et donc il va pouvoir naviguer dans votre site et donc voir la puissance SEO de ces pages. Il faut savoir que il y a le niveau de profondeur des pages. Donc, imaginons que j'arrive sur le site, il y a donc le menu, il y a la page principale service, donc je clique dessus. Sur cette page service là, j'arrive sur la page secondaire, etc., etc. On peut arriver à un niveau de profondeur qui est très lointain, surtout sur des gros sites ou des gros e-commerce. Faut savoir que plus le niveau de profondeur est élevé, et moins la page aura de jus SEO. Donc une page qui a un niveau de profondeur de 7 par exemple, c'est beaucoup trop loin. En général, on recommande maximum 4. Voilà pour la partie sur tout ce qui est maillage interne. Donc maintenant qu'on a vu le maillage interne, on passe directement à la partie titre et structuration. Évidemment, on part du principe que vous visez un mot-clé avec une page en particulier, et donc que vous avez cherché à optimiser un minimum les titres et donc la structuration dans ce sens. Le titre très important, respectez donc les règles de Google, le nombre de pixels, et qui est au moins votre mot-clé ou un mot-clé similaire dans le titre, le métatitre, c'est ce qui va être visible par Google et pas forcément sur votre page. C'est là où on va différencier la structure H1. Exemple, ici, votre agence digitale à Lyon, ça doit être le H1, mais c'est pas forcément le titre, c'est ce qu'il faut se dire. Ça, on peut le voir avec l'extension Detail SEO par exemple. Là, on voit que le meta-title, on a repris notre H1, et donc voilà, c'est ça. La structure H1, on peut la voir comme ça, voir que tout est bon. Je vous mets un petit schéma pour que vous compreniez bien comment dresser votre structure H1 sur votre site. On va dire le vrai titre de votre page, ce qui est visible, ça va être le H1. Et ensuite, c'est comme une rédaction, comme quand on était au lycée par exemple. Les titres principaux, ça va être... il y a le gros titre qui va être le H1, les titres principaux, ça va être les H2, les titres secondaires des H3, etc. etc. Donc ça, essayez d'avoir une hiérarchie cohérente, ne pas avoir deux H1 par exemple, il n'y en a qu'un. Et ensuite, comme j'ai mis, on peut donc le vérifier avec des outils. Donc Rank Math, c'est une extension WordPress par exemple, mais il y en a pareil sur Shopify. Ça va vous permettre donc de mettre un bon meta title, donc c'est le titre de la page. Et pour vérifier que tout est OK, vous installez l'extension Detail SEO, donc que j'ai ici, qui va nous permettre donc d'avoir une visibilité, une vue d'ensemble sur toute la structure HN. Voilà, donc c'est ce qu'on retrouve dans le contenu de la page. Une fois que vous avez vu donc ces 3-4 points là, maintenant ce qui va être super important, c'est de voir si vous n'avez pas des problèmes de contenu. Par problème de contenu, on part du principe, donc encore une fois, que vous avez choisi un mot-clé pour une page en particulier. La vraie question, c'est est-ce que ce mot-clé, le contenu que vous avez fait sur cette page-là répond à l'intention de recherche sur ce mot-clé-là. Je vais vous donner un exemple. Il y a 3 types d'intention de recherche, donc informationnel, transactionnel, navigationnel. Pour vérifier le type de contenu que vous devez faire sur votre page, en fonction du mot-clé, vous allez taper sur Google et voir les premiers résultats qui apparaissent. Je vais prendre un exemple un peu grossier. Imaginons que je sois un électricien qui veuille faire une page, donc installation de plaques de cuisson. Donc imaginons que je veuille viser ce mot-clé-là, donc installation plaque de cuisson. Et en fait, je me trompe complètement sur l'intention de recherche si je ne fais pas un article de blog, parce qu'on voit ici que l'intention de recherche,
c'est informationnel, donc des articles de blog, et donc pas des prestataires. À l'inverse, si je mets devis, si je vise le mot-clé devis, installation, plaque de cuisson, encore une fois, là on se trompe, on est sur des articles de blog. Donc ça va pas être le bon mot-clé si je veux faire une page commerciale. Je peux l'utiliser pour faire un article de blog évidemment. Et du coup, là, je vais devoir trouver le bon mot-clé pour ce service-là. Donc, devis, installation, plaque de cuisson, ça l'a pas fait. Et là, on a trouvé donc le bon mot-clé sur lequel on peut faire une page commerciale. Évidemment, on vérifie s'il y a du volume de recherche, donc sur SEMrush, Ubersuggest, etc. Et là, on voit qu'installateur, plaque de cuisson, c'est des mots-clés commerciaux. Petite mise en garde, il faut savoir quand même que sur les outils sur lesquels on peut voir le volume de recherche des mots-clés, donc SEMrush, Href, etc., on va en théorie avoir l'intention de recherche qui va être indiquée, donc informationnel, commercial. Attention, des fois ces outils se trompent, des fois l'intention de recherche selon les mots-clés peut varier d'un mot à l'autre. Donc allez vérifier manuellement que si vous faites une page à vocation à but commercial sur un service que vous avez, que ce mot-clé-là réponde à une intention de recherche commerciale et pas informationnelle, comme on a pu le voir avec l'installation de plaque de cuisson. Voilà, donc pour en revenir à pourquoi vous n'êtes pas dans le top 10, s'il y a un problème d'intention de recherche, c'est tout simplement que vous ne donnez pas à Google et aux utilisateurs ce qu'ils attendent en tapant ce mot-clé-là. Deuxième point qui va être très classique sur les problèmes de contenu, donc intention de recherche, on l'a vu, c'est tout simplement que le contenu, il n'est pas assez dense, il n'est pas assez bien fait comparé à ce qu'on fait à la concurrence. Donc regardez sur votre mot-clé ce qu'a fait la concurrence, est-ce qu'ils ont mis plus d'éléments que vous, plus de détails, plus d'informations qui répondent donc aux attentes de l'utilisateur. Peut-être que le contenu est beaucoup trop long, trop ennuyeux. Peut-être que les utilisateurs attendent sur votre article de blog une vidéo, des éléments de réassurance. Et évidemment, Google accorde de plus en plus d'importance à un contenu qui est frais, ciblé et donc qui est souvent renouvelé dans le sens où on va avoir des informations actualisées et typiquement vous n'avez pas un article de blog où dessus c'est écrit 2023 voilà, classement des meilleures agences 2023 par exemple, ça n'aurait aucun sens et là évidemment vous ne serez jamais dans le top 10. Donc voilà, regardez ce qu'a fait le top 10 sur Google, en particulier le top 3 et là vous aurez une petite indication sur ce qu'attend Google sur votre page. Ensuite, imaginons que vous ayez donc tout vérifié, donc que votre page, votre site est bien indexé, que l'expérience utilisateur et les performances du site sont OK, que d'un point de vue optimisation technique et structurelle, il n'y a aucun souci. Pareil, le contenu, vous répondez parfaitement à l'intention de recherche, vous avez un meilleur contenu que les personnes dans le top 10, et là vous allez vous dire pourquoi donc mes pages, mon site n'est pas encore dans le top 10 sur ce mot-clé là par exemple. Et ben il y a tout ce qui est facteur externe et compétitivité. Là, ça va être un peu plus compliqué, ça va demander beaucoup plus de boulot parce qu'en fait, les étapes d'avant, vous avez simplement à les corriger. Une fois que vous avez corrigé, s'il n'y a aucun facteur externe qui arrive en face, vous serez dans le top 3 même. Malheureusement, en SEO, malheureusement ou heureusement, c'est ce qui fait aussi le charme du référencement, c'est qu'en face, il y a de la concurrence. Donc, première étape, il y a peut-être une concurrence qui est beaucoup trop forte et ça, on peut le mesurer. Donc, première étape, regardez sur votre mot-clé principal ce qui ressort en premier. Je vais donner un exemple. Imaginons que vous êtes un psychologue à Lyon. Même si vous cherchez à viser le mot-clé psychologue Lyon, en face, vous aurez tous les annuaires qui sont dans le premier résultat. Vous aurez Doctolib, Rezalib, tous les types d'annuaires qui aujourd'hui sont leaders sur ces types de requêtes-là. Donc vous pouvez faire un très beau site, le meilleur de Lyon par exemple. Vous aurez énormément de mal à les dépasser parce que ces sites-là ont beaucoup d'autorité. Google voit qu'ils ont énormément de trafic, que tout le monde convertit dessus. Et donc, pour les concurrencer sur ce mot-clé-là, ça va être extrêmement dur et vous allez perdre votre temps. Donc, dans ce cas-là, allez chercher des mots-clés alternatifs qui sont autour de ce métier-là. Faites des pages, par exemple, très thématisées sur ce que vous pouvez faire. Si vous êtes un psychologue, selon les différentes spécificités de votre métier, des patients, par exemple. Donc voilà, une fois que vous avez regardé donc, ce qui apparaît dans le top 10 sur votre mot-clé principal et que vous voyez que c'est des trop gros concurrents comme Doctolib qu'on connaît tous, alors là déjà on va changer de mot-clé principal.
Mais ensuite, il y a peut-être des personnes ou juste simplement des concurrents qui sont devant vous et pourtant vous dites mais ils sont pas forcément plus gros que moi, plus connus que moi, etc. Donc là, vous allez tout simplement évaluer à quel point ils ont bossé leur référencement naturel et donc on peut le voir avec différents outils. Donc on a SEMrush ou Alloscan ou d'autres. Ce que vous allez regarder dans un premier temps, c'est donc depuis quand le site existe, très important. Faut savoir que l'historique d'un site joue quand même dans son référencement. Google lui accordera plus de crédibilité s'il est là depuis longtemps avec du contenu publié. Ensuite, vous allez regarder donc le nombre de mots-clés positionnés, le trafic indiqué sur SEMrush. Pareil, c'est un gage de crédibilité pour Google. Donc, est-ce qu'il fait du trafic, plus que vous, oui, non. Et ensuite, regardez le nombre de backlinks qu'il a et donc le niveau d'autorité, c'est-à-dire combien de sites et quel type de sites ont un lien vers ce site-là. Ça accorde donc un niveau d'autorité au site concurrent qui fera qu'il sera devant vous dans le classement ou non. Donc voilà, imaginons qu'il fasse beaucoup plus de trafic que vous, qu'ils aient beaucoup plus de backlinks que vous, et ben essayez un maximum de générer plus de trafic. Donc il y a diverses manières avec des articles de blog, etc. Pareil, achetez des backlinks, faites de l'autorité sur votre site, essayez qu'il y ait de plus en plus de recherche marque sur Google à propos de votre entreprise. La recherche marque, c'est le nombre de fois que les gens vont taper votre nom d'entreprise sur Google. Ça, c'est quelque chose que Google voit et qui influence donc directement les résultats de recherche. Il y a divers moyens de le faire. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Je pourrais faire une vidéo pour développer donc la recherche marque. Et ensuite, imaginons que vous ayez réglé tous ces points-là, donc problème d'indexation, je ne vais pas tous les refaire, que vous regardez la concurrence, elle n'est pas si forte que ça, vous soyez même au-dessus. Et bien alors là, c'est le pire des cas, c'est que votre nom de domaine il est pénalisé par Google, donc ça peut être une pénalité manuelle ou directement via l'algorithme. Dans ces cas-là, il n'y a pas de diverses manières de le vérifier, c'est d'avoir un site en parallèle. Vous faites une page assez similaire sur le même mot-clé et vous regardez, est-ce que sur l'autre site, la page s'indexe bien, se positionne mieux que sur votre site principal? Et ben alors, c'est dommage, mais c'est que votre site a été pénalisé et que donc il ne va pas y avoir grand-chose à faire, hormis donc changer de site et changer de domaine. C'est vraiment là où ça peut être compliqué parce que vous avez peut-être beaucoup investi dans votre site, mis beaucoup d'efforts et en fait, des fois, soit vous avez racheté un nom de domaine sur lequel il y a eu des choses par le passé qui n'étaient pas très propres et donc Google a décidé de le pénaliser, soit sans le vouloir ou volontairement peut-être que vous avez fait des pages pas propres sur votre site, vous avez multiplié donc les mauvais signaux et Google a décidé donc de blacklister votre site et donc il n'y a pas grand-chose à faire de plus pour en sortir. Des fois ça passe, des fois c'est juste une tempête dans laquelle Google va mettre votre site qui peut durer 1 an, 2 ans. La vérité c'est que quand on n'a pas de temps à perdre, moi ce que je vous recommanderais c'est d'essayer sur un autre site, de voir est-ce qu'il rank mieux ou pas, et donc de pourquoi pas tout rebalancer sur le nouveau site qui se positionne mieux avec moins d'efforts. Et voilà, maintenant tu connais les 8 vraies raisons qui bloquent tes pages sur Google et qui t'empêchent donc d'être dans le top 10 ou même dans le top 3. On l'a vu, mais très rapidement, il y a l'indexation, une expérience utilisateur pourrie, un maillage interne inexistant, mauvaise intention de recherche, etc. Tu sais exactement par où commencer maintenant. Après ça, il faut que tu repères là où ça pêche et donc corriger ça le plus vite possible. Bref, tu as maintenant toutes les cartes en main pour enfin faire décoller tes pages. Si cette vidéo t'a aidé, pense à la liker et t'abonner pour rien rater. Si tu as envie d'être accompagné, je te laisse un lien dans la description pour directement nous contacter. Moi, je te souhaite une bonne journée et je te dis à très bientôt.